Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les policiers qui ont tiré sur le conducteur dans le 18e arrondissement de Paris, conducteur qui refusait d'obtempérer, sont toujours ce matin en garde à vue. Ils ont dormi en cellule, traités comme n'importe quel voyou, sans ceinture ni lacet. On me dit que c'est la procédure légale, que ces policiers soient interrogés, qu'il existe une enquête, que la vérité soit faite, que la justice passe. Rien de plus normal. Mais pourquoi infliger cette humiliation, ce traumatisme, cette procédure à des policiers qui font leur travail et risquent leur vie au quotidien? La peur a changé de camp. Si j'étais policier aujourd'hui, je m'interrogerais sur cet État qui semble mettre la parole des voyous au même niveau que ceux qui servent la nation. Ce qui s'est passé rue Custine samedi à Paris est un drame. Une jeune femme est morte, pas seulement parce que des policiers ont ouvert le feu, mais parce qu'un homme, condamné plus de 80 fois par la justice, un homme qui roulait sans permis de conduire, parce que cet homme refusait d'arrêter son véhicule et fonçait, selon la version des policiers, sur eux. Permettez-moi d'avoir ce matin une pensée pour cette jeune femme et sa famille, victime de cette tragédie. Permettez-moi aussi de penser à ces policiers, à leur travail et à la façon dont ils sont traités dans l'espace médiatique. Il est 9h01, Audrey Berthaud. Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux. En pleine crise des urgences, 9 syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaire et d'effectifs. Pour cette première journée d'action, des rassemblements sont prévus dans au moins 50 villes. À Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. Les Pékinois fêtent la réouverture des restaurants. Depuis début mai, la ville avait fermé ses bars, cafés, salles de sport, gymnases, musées ou encore stations de sport. Seules quelques dizaines de nouveaux cas journaliers étaient enregistrés à Pékin. Enfin, l'équipe de France tenue en échec en Croatie, un but partout. Avec un effectif grandement remanié, les Bleus ont ouvert le score grâce à un but d'Adrien Rabiot, mais sur un pénalty provoqué par le Lensois Jonathan Klaus. Les Croates ont égalisé en fin de match. La France n'a récupéré qu'un point en 2 matchs de Ligue des Nations. Je salue Charlotte Dornelas au lendemain de ce lundi de Pentecôte. Je rappelle que l'Esprit Saint, l'effusion sur les apôtres. Dimanche, mais c'est le dimanche. Le lundi est chômé, vous savez, comme le lundi de Pâques, puisqu'il y avait une octave chômée avant. Exactement. Pour profiter de cette fête. Alors plus personne ne sait ce qu'est la Pentecôte, qui est 50 jours. Vous avez vu qu'il y a 15 000 jeunes quand même qui ont marché. Exactement. Mais ça, personne n'en parle. Ah non, mais on va en parler. Et exactement. On en parle. Donc c'est toujours 50 jours après Pâques, la Pentecôte, et c'est le Christ est monté au ciel et l'Esprit à Saint. L'Ascension et l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte. Sur ses apôtres. Qu'il est parmi nous. La bonne nouvelle. Est-il descendu sur le crâne de Philippe Guibert? C'est une question ce qui est un exploit. qu'on saura à 10h30. Et Monsieur Hervouette, merci d'être avec nous. On parlera de la Russie, mais pas que de la Russie, parce que là aussi, dans l'espace médiatique, il y a eu un drame absolu au Nigeria, où une église et des chrétiens ont été massacrés par des personnes... Par une demi-douzaine d'hommes qui sont arrivés avec des bombes et qui ont mitraillé l'assistance à la messe du matin dans cette petite paroisse Saint-Francis. Il y a 21 morts, dont des enfants. Pas un mot nulle part. Mais dimanche soir, il n'y avait pas une brève, oui. Pas un mot nulle part, vous pouvez lire Le Monde. Pourtant, le massacre des innocents, le jour de la Pentecôte, dans un week-end, toujours il y a quand même une réminiscence chrétienne. Mais bon... Comme je répète tous les jours que la société médiatique choisit ses victimes, choisit ses coupables, ce ne sont pas des bons victimes. Des chrétiens massacrés par des Nigérias, ce n'est pas dans... Vous ne croyez pas que c'est lié au week-end, au fait... Ah non, je ne crois pas du tout que ce soit lié au week-end. Ça, je vous assure, je ne crois pas que c'est lié du tout au week-end. C'est-à-dire que s'il y avait... Non, mais vous pensez qu'il y avait un suprémaciste blanc qui était entré quelque part et qui avait tué... ça, je pense que, week-end ou pas, je pense que... Vous pensez qu'il y a une volonté de ne pas parler? Non, c'est pas une volonté, d'ailleurs. On devrait en parler plus longuement, mais c'est pas une volonté, c'est comme ça. Voilà. Oui, voilà, ça me paraît être une très bonne explication. Non, mais il y a deux choses. Ce sont des chrétiens, ils ont vocation au martyr d'une certaine manière, et puis c'est l'Afrique, donc... c'est pas vraiment, c'est l'arrière-cour, on s'en fiche un peu. Mais la réalité, c'est que vous avez le pays le plus riche et le plus peuplé d'Afrique qui est en train de devenir un coupe-gorge pour les chrétiens.
un pays où il y a la moitié de musulmans, la moitié de chrétiens, où la violence, les règlements de compte, on dit que ce sont des règlements de compte interethniques. Ce sont les Peuls, les nomades, les éleveurs nomades qui font la peau des agriculteurs sédentaires. Mais c'est pas vrai. C'est pas une guerre de pâturage, c'est une vraie guerre de religion qui s'étend de proche en proche. Et on veut pas le savoir, on veut pas le voir. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. Mais dans les textes. Il est descendu directement. Mais dans les textes. Il nous a choisi. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint, c'est d'après le Christ. Quand il en parle, c'est le consolateur. Et bien, je vais vous dire, les chrétiens du Nigeria, ils n'ont que lui, parce que le président Buhari s'en fiche, parce que l'armée est complice des tueurs, parce que toute l'administration est pour les Peuls qui font la peau des chrétiens, et que le monde regarde ailleurs. Et donc, ils n'ont que l'Esprit Saint, même le jour du massacre des innocents. On pourra voir des images sur les réseaux sociaux qui étaient absolument abominables, d'ailleurs, dans l'Église, et que, évidemment, nous ne vous montrerons pas. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, de cette jeune fille brûlée vive par ses camarades de classe. C'était au Nigeria, déjà. Et juste un chiffre, il y a 6 000 chrétiens qui sont tués chaque année dans le monde. 8 sur 10, sur ces 6 000, le sont au Nigeria. Vous dites coupe-gorge, c'est... Ah oui. Sandra Buisson est avec nous, je la salue. Je disais, les policiers qui ont tiré sur le conducteur dans le 18e arrondissement de Paris sont toujours en garde à vue à l'heure à laquelle je vous parle. Est-ce qu'on peut connaître les dernières informations que vous pouvez avoir, alors que je salue Nathan Dever qui arrive avec quelques secondes de retard. Désolé, bonjour. C'est le fameux instant Hidalgo. Je devrais faire un jingle, l'instant Hidalgo, parce que tous les gens qui nous écoutent savent que tout le monde n'arrive pas à l'heure. Hein. Vous êtes sur le périphérique, sur le quai, partout, c'était bouché. Tout est bloqué. Oui. On devrait faire un montage pour la fin de l'année. Vous êtes parti par exemple à quelle heure de chez vous? À 30. À 30. Ah oui, mais c'est un peu court là. Ah bah, c'est vraiment pas très loin. Ah oui, vous habitez à combien? Normalement, c'est un quart d'heure de voiture. Oui, mais combien de kilomètres vous êtes là? Je dirais 2. 2 kilomètres. 2 kilomètres. Ouais. C'est vrai que 2 kilomètres, il faut plutôt partir 3 heures avant. Si vous me permettez. Je retiendrai pour là. Bon. Sandra Buisson, sérieusement, les dernières informations que vous disposez sur la garde à vue des policiers. Oui, alors cette garde à vue, elle a été prolongée hier. Elle peut durer jusqu'à 14h aujourd'hui. Ensuite, on saura s'ils sont déférés, présentés à un magistrat en vue d'une éventuelle mise en examen et on saura la qualification retenue puisque vous savez qu'en l'état, l'enquête est ouverte pour violence ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique et violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Un mot peut-être pour préciser le déroulé des choses. On en a appris davantage hier en fin d'après-midi sur le récit que font les policiers de ce qui s'est passé samedi. Donc ils expliquent d'abord, on l'a déjà dit, qu'il y a un premier temps où ils voient qu'une personne à l'arrière de la voiture ne porte pas de ceinture, donc ils veulent contrôler le véhicule. Le véhicule prend la fuite et ensuite il est pris dans le trafic, boulevard Barbès, arrêté derrière un bus et on en sait plus sur ce moment. À ce moment-là, donc, un des policiers va se porter au niveau de la vitre conducteur, briser la vitre pour essayer de prendre en main le volant et de maîtriser le véhicule. À ce moment-là, il va être blessé au genou et à la main. Un autre policier se trouve en face du véhicule et la policière, elle, est côté passager. Quand ils font cette demande à la voiture de s'arrêter, ils demandent au conducteur de couper le contact et de sortir du véhicule. Le conducteur coupe le moteur et ensuite redémarre et accélère. À ce moment-là, nous dit-on, le policier qui était côté conducteur est coincé entre la voiture et le coin du bus. Ensuite, il y a le policier en face et ces deux policiers donc voient leur vie menacée. C'est ce que nous souligne leur avocat et donc ils engagent le tir à 9 reprises pour ces deux policiers puisque la policière qui est côté passager tire une fois. Évidemment, est-ce que la voiture était à l'arrêt ou est-ce qu'elle fonçait? Ce sera ça la difficulté pour les enquêteurs. Il semble qu'il y ait des caméras vidéo, alors qu'il n'y en avait pas par exemple au Pont-Neuf, et que ces caméras vidéo, elles ont déjà été vues. Sans doute, Sandra Buisson. Alors je ne sais pas si vous avez des informations sur ce point. Alors les caméras de vidéosurveillance de la préfecture
mais aussi des commerces qui sont aux abords, vont être longuement examinés par les enquêteurs, évidemment. Il faudra croiser ces vidéos avec les relevés balistiques, savoir qui a tiré et où, puisqu'il faut repositionner effectivement les policiers autour du véhicule en fonction de leur dire, mais aussi des relevés techniques. Donc tout ça, effectivement, va être croisé ensemble pour savoir ce qui s'est passé et en combien de temps ça s'est passé. RTL, ce matin, a interrogé l'un des passagers de la voiture, non pas le conducteur, mais l'un des passagers de la voiture. Et je vous rappelle qu'une jeune femme est décédée. Je vous propose d'écouter ce passager qui, lui, contredit la version des policiers. En fait, on était à un feu. Un policier il est venu en vélo, il a tapé dans la vitre du conducteur, commence à lui demander sur le côté, on va vous contrôler. Mon ami, il a bougé la tête comme s'il disait oui, je vais me mettre sur le côté. Il a dit je m'arrête pas, j'ai pas le permis, nanana. Il a continué. Il a percuté aucun policier. On était à l'arrêt, dans les embouteillages. Les policiers en vélo qui sont revenus à côté de nous. Et à ce moment-là, il nous a braqué directement. Oui, sortez, coupez le contact, éteignez le moteur. On disait à l'autre, gare-toi, sors. Il ne voulait pas regarder le flic. Peut-être, je crois que c'est à ce moment-là. Le flic, il a dû voir qu'il ne veut pas le calculer, qu'il ne veut pas descendre de la voiture. Il a tiré directement. Au moins 10 coups de feu. Après, nous, on est sortis de la voiture. On a vu que la fille devant, elle était pleine de sang, qu'elle était inconsciente. Et les policiers, ils sont venus, ils nous ont mis directement les menottes. Ils ont commencé à faire un massage cardiaque à la fille. Je suis en colère, c'est abusé. On connaît des histoires. Pour des vraies choses, la personne, elle aurait essayé de foncer dedans, elle aurait mis les gens en danger ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y avait pas de tout ça. Même dans les films, on ne voit pas ça. Bon, il raconte que j'ai eu c'est une version qui contredit celle des policiers. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas croire ce que disent les policiers, me semble-t-il. En tout cas, je parle souvent de ce principe-là. Je vous propose d'écouter Monsieur Liénard, qui est l'avocat précisément des policiers. Il raconte qu'ils ont essayé d'arrêter une voiture qui a refusé de s'arrêter une première fois et qui ensuite prenait tous les risques, mettait en danger la vie des passants. Ils se sont approchés pour tenter d'interpeller le conducteur, et le conducteur a redémarré sur eux, comme c'est le cas extrêmement souvent. Vous savez, nous, à notre cabinet, nous avons beaucoup de policiers, de gendarmes blessés gravement. Nous en avons plusieurs qui ont été tués sur des refus d'obtempérer. Aujourd'hui, rouler sur un policier, ça fait ni chaud ni froid une certaine partie de la délinquance. On va écouter également Maître Liénard qui revient sur la procédure qui est mise en place, parce qu'effectivement, ces gens sont en garde à vue aujourd'hui. À titre personnel, je l'ai dit, et ça n'engage évidemment que moi, mais je peux être choqué de cela, de ce traitement qui est infligé à des policiers, parce que je me mets à leur place. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain et ils savent que si ils répondent, ils vont subir qu'il y ait des interrogatoires, on le répète, qu'il y ait une enquête, tout ça est tout à fait normal, mais qu'ils soient dans ce traumatisme-là, d'une certaine manière, ou dans cette humiliation-là, j'en suis un peu surpris et peut-être choqué. Écoutez, Monsieur Liénard. J'ai eu une image ce matin qui était très douloureuse parce que j'ai vu mes clients, je suis allé les voir, on a eu un entretien avec eux et ils étaient en cellule. Ils n'avaient plus de ceinture, ils n'avaient plus de lacets à leurs chaussures. Moi, ça me révolte. Ça me révolte parce que ce sont des policiers qui, au quotidien, essayent d'assurer la sécurité et la paix publique, qui sont obligés d'utiliser leur arme dans une scène qui dure quelques secondes et scène pendant laquelle leur intégrité physique est vraiment mise en jeu. Ils ont failli mourir. Ils utilisent leur arme et ils se retrouvent en cellule. Ils ont dormi dans une cellule. Ils vont dormir ce soir à nouveau en cellule, comme si c'était les derniers des délinquants. Moi, vraiment, ça me révolte. Voilà, et eux, ils sont désespérés. C'est intéressant parce que tout le monde peut avoir un avis là-dessus. Tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent peuvent avoir un avis. C'est vrai que je ne perçois pas l'utilité juridique et policière de la garde à vue. De la garde à vue. Je suis d'accord. Eh oui, vous êtes d'accord, mais tout le monde peut être d'accord. Mais c'est aussi un signe que tu envoies un métier. Oui, on ne connaît pas assez la procédure pour savoir exactement comment ça se passe et pourquoi la garde à vue semblerait obligatoire, qu'il y ait une enquête. Vous l'avez. Et c'est là, mais d'ailleurs, la raison, c'est toujours la même, c'est la loi. Et la loi, elle est contaminée par un certain état d'esprit depuis des années. Au fond, de penser que les policiers... Il n'y a pas de présomption. Si. C'est un état d'esprit. Aux États-Unis, vous ne mettez pas les policiers en garde à vue. Hein. C'est-à-dire que vous ne bougez pas aux États-Unis. Moi, je vous le dis. Non. Comment ?
Aux États-Unis, vous ne bougez pas quand un policier vous interpelle ou vous dit de vous arrêter, de vous ranger sur le bord de la route, parce que vous risquez effectivement, comme tout le monde est armé, ils sont eux-mêmes sur le qui-vive et le doigt sur la gâchette, et vous risquez d'être farci de plomb avant même d'avoir eu le temps de sortir votre permis de conduire. La question... Oui. En France, c'est pas le même problème. Il n'y a pas d'armes en circulation. Il y a des gens dangereux en circulation. Et la police ne fait pas trop le... Mais quand même, Pascal... 3 morts, c'est le 4e mort en 3 mois. Oui. À Paris, dans un contrôle comme ça de la circulation, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, mais toutes les 20 minutes. Oui, mais vous, beaucoup. Non, mais moi, c'est pas ça que, pardonnez-moi, c'est pas ça que je retiendrai. Non, vous pourriez dire, ça fait 4 fois. La polémique, c'était sur le Stade de France. Bon, là, il n'y a pas de supporters anglais. Non, mais vous pourriez dire, inverser la proposition. Dire, ça fait, en 4 mois, ça fait 4 fois que des policiers enfoncent sur eux. C'est vrai. Vous pourriez dire ça. C'est très intéressant d'ailleurs ce que vous dites. Je veux dire, les policiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans une société. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les voyous, quand ils voient ça, ils vont dire mais on va foncer dessus. Hein. Ah, attendez. Quand il y aura refus d'obtempérer. Quand il y aura refus d'obtempérer. Non. Quand il y aura un refus d'obtempérer, il y aura la conscience d'un risque virtuel qu'il court. Oui, ce qui n'est pas forcément le cas. 80 contrôles, 80. Des refus d'obtempérer, il y en a paraît-il un tous les 20 minutes. Ça existe déjà. 80 fois interpellé. Donc, un professionnel, il est très aguerri. Oui. Non, mais si vous faites... Il y a d'un côté le monde imaginaire sur lequel on se projette, parce que dans la tête d'un type qui a été interpellé, jugé 80 fois, et qui continue à rouler sans permis, et qui, quand le contrôle, est prêt à prendre une rue en sens interdit, c'est pas évident. Mais d'un autre côté, il y a votre expérience personnelle, de votre rapport avec les forces de l'ordre. Vous savez, quand vous n'êtes pas journaliste, que vous êtes un simple Pékin, et que vous avez été contrôlé pendant le Covid, que vous avez eu un contrôle dans le métro, dans la rue, vous avez un rapport avec la police qui n'est pas tout à fait le même. Hein. Je suis obligé de vous couper parce que Audrey Berthaud va faire un rappel des titres, mais peut-être que Sandra Buisson nous précisera également la personnalité du jeune homme que j'ai entendu tout à l'heure, qui s'appelle Ibrahima, qui était un des passagers de la voiture, et je lui demanderai si lui-même, cet homme-là, est connu des services de police, parce qu'effectivement, peut-être ne faut-il pas mettre sur le même plan le témoignage d'un policier et le témoignage de quelqu'un qui a été ou interpellé ou condamné par la justice. Peut-être. Je pense que juridiquement, c'est un peu obligé dans une enquête. On a des témoignages, on est obligé de les prendre tous en compte de la même façon. Je vous rappelle qu'on fait pas Audrey, pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper. Audrey Berthaud, le JT. Boris Johnson sauve son poste. Le Premier ministre britannique a remporté le vote de défiance des députés conservateurs. 211 lui ont renouvelé leur confiance contre 148 qui ont demandé son départ. Grâce à cette victoire, Boris Johnson ne peut pas être visé par une nouvelle motion de défiance pendant 1 an. À Rennes, un piéton grièvement blessé lors d'un rodéo urbain. Ça s'est passé dimanche en fin d'après-midi. Une motocross a percuté un jeune qui traversait la route. Il est toujours en urgence absolue. L'auteur des faits, connu de la police, comparaîtra après son hospitalisation. Enfin, 10 jours après les violences du Stade de France, la colère ne retombe pas en Angleterre. Les supporters de Liverpool sont vent debout contre Gérald Darmanin, qui les avait rendus en partie responsables des scènes de chaos. Désormais, les fans du club anglais et du club espagnol du Real Madrid pourront porter plainte. 2 choses, Sandra Buisson. La première, c'est que j'ai dit tout à l'heure que le conducteur avait été 80 fois condamné. En fait, il a été 80 fois cité. Ce qui est important de le préciser dans des affaires policières. Et puis l'autre question que je voulais vous poser, c'est que ce passager, Ibrahima, qu'on a entendu tout à l'heure, témoignage recueilli par RTL, est-ce qu'on connaît son profil ? Oui, alors ce qu'on a comme information, c'est comme pour le conducteur, le nombre de fois où ils sont mentionnés au TAJ, au traitement des antécédents judiciaires. C'est à chaque fois que vous apparaissez dans une procédure en tant qu'auteur ou victime ou personne impliquée. Pour le conducteur, vous l'avez dit, il y a plusieurs dizaines de mentions au TAJ pour différentes mentions, pour différentes infractions. Et concernant le passager qui a été interviewé par RTL, qui est né en avril 86, lui aussi a plusieurs mentions dans ce fichier, notamment pour différents vols, vols simples, vol avec violence, conduite sans permis, conduite alcoolisée ou encore usage de stupéfiants. En revanche, on ne sait
pas si cela a donné lieu à des condamnations, puisque nous n'avons pas encore accès à son casier judiciaire. Il n'a pas encore été fait mention de cela. C'est important de le préciser parce que toute parole, me semble-t-il, ne se vaut pas, me semble-t-il. Moi, il me semble que dans une enquête, comme le disait Charlotte, d'ailleurs, notre rôle n'est pas de nous substituer aux enquêteurs, il ne nous appartient pas de mener l'enquête. En revanche, on peut avoir un avis sur les réactions qu'il y a à cette enquête, souvent avec des arrière-pensées politiques. Et pour ma part, j'ai trouvé inquiétant de voir de part et d'autre, les uns crier immédiatement que la police tue, qu'il s'agit d'une bavure, qu'il s'agit d'un meurtre légal, entre guillemets, et les autres crier immédiatement qu'il s'agit d'une présomption d'innocence, souvent avec, dans l'arrière-pensée, d'appeler à la présomption de légitime défense. Donc, si vous voulez, je trouve que face à ce genre de situation, là, il y a témoignage contre témoignage. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des caméras de vidéosurveillance qui feront sans doute la part des choses de manière assez rapide. Et c'est très dangereux de venir comme ça s'immiscer à la place du. Mais vous avez raison, et c'est travail. pourquoi ce matin, j'espère, nous avons été d'une très grande prudence. Bien sûr. On a simplement souligné que la procédure nous paraît peut-être. La garde à vue paraît voilà. extrême. Mais pour le reste, moi après, je c'est répète témoignage que des contre- policiers soient interrogés, qu'il existe une enquête, que la vérité soit faite, que la justice passe. Je veux dire, tout le monde sera d'accord sur ce point. Je précise quand même, à une nuance par rapport à ce que vous dites, c'est que je ne mets pas la parole de tout le monde au même niveau. Ouais, mais D'ailleurs- Pascal, juridiquement, on est obligé de le faire. Non, justement, non. Je- Parce je- que les forces de l'ordre, c'est une situation aggravante. Vous savez qu'elles peuvent prendre des peines plus lourdes quand elles se trompent, précisément parce que ça n'est pas la même chose que tout le monde. Ils peuvent prendre des peines plus lourdes. La justice est plus exigeante avec eux. On a vu même des détentions Ouais, c'est vrai. provisoires sur des policiers, précisément parce que ça n'est pas la même chose. Et vous ne pouvez pas, quand vous êtes l'État, hein, je ne parle pas de nous là, quand vous êtes l'État, vous ne pouvez pas partir du principe que les forces de l'ordre ont une valeur qui vaut la même chose que n'importe qui les interpelle. Sinon, vous n'en sortez pas. Ça ne veut pas dire C'est pas qu'un ça. policier ne peut pas mentir. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Simplement, la présomption, elle pèse plus sur la parole qui est en face que sur celle du policier. Mais simplement sur la question du refus d'obtempérer. On passe notre temps à disséquer. C'est pour ça que je disais que c'est pas notre métier, mais tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de faire l'enquête de la même manière, évidemment, que les enquêteurs ou la justice. Parce qu'on n'a pas accès à tout. On a accès à la parole de cet homme, pas à ceux des policiers directement, qui sont eux, évidemment, en garde à vue. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais rapidement vous raconter une autre histoire dont personne n'a parlé. 29 mai, à Paris, sur les Champs-Élysées, un refus d'obtempérer. La personne qui est au volant fonce sur les policiers. Les policiers sortent leurs armes, ne tirent pas, parce que les policiers ont peur de tirer dans ce pays, évidemment, pour toutes les raisons que l'on voit ici. Et à juste titre, d'ailleurs. Non, mais Et à bien juste sûr. titre, Non, mais- que- De tirer, moi, ça je- leur arrive de Alors tirer quand même. attendez Non, mais non, à mais juste d'accord, mais- titre, je veux dire, Oui, sauf que là, la voiture, en l'occurrence, fonce sur eux. En effet, ils sortent leur arme, ils ne tirent pas, ils se projettent sur les côtés. La voiture poursuit sa route, percute une jeune femme qui a 23 ans. Elle est morte sur le coup à Paris le 29 mai. Vous en avez entendu parler ? Personne. Personne n'a parlé de cette histoire-là. Et un refus d'obtempérer a conduit à la mort d'un homme. Le casier judiciaire de cet homme, c'est aussi celui qu'on retrouve peu ou prou au moment de la mort de Antoine Aleno. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'on accepte, nous, qu'on dissèque des histoires quelques jours après, bien au calme et pas dans une situation de panique absolue et possible. C'est pour ça que c'est pas notre rôle, évidemment, de faire une enquête parce qu'on n'a pas les moyens, encore, je répète, de le faire. Mais il faut qu'on ait tout ça à l'esprit. On peut pas râler quand une personne meurt parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer et que la police n'est pas intervenue et en même temps faire le jugement en 4 secondes quand l'inverse se passe. C'est compliqué, c'est des affaires compliquées. Alors, je précise quand même que l'affaire dont vous parlez a été traitée sur cette... Non, mais bien sûr, elle est traitée, mais Elle vous a voyez, été- pas du tout avec elle la a même été traitée, bien proportion, sûr. notamment dans le monde politique. Elle est traitée sur cette antenne. On va peut-être marquer une pause et après on s'interrogera sur ce qui est précisément le refus d'obtempérer. On entendra également le témoignage d'un policier puisque vous disiez tout à l'heure très justement les réactions et notamment celle de Jean-Luc Mélenchon qui explique que la police tue avant même que l'enquête soit commencée. Lui a déjà un avis. Mais c'est un état d'esprit général, bien évidemment. Intention politique et électorale. Oui, mais ça va... Enfin, je ne vais pas faire tous les matins parler de l'espace médiatique, mais la manière dont sont traités les policiers, ces faits-là en France, interroge. Oui, c'est un problème d'éthique. C'est d'instrumentaliser des faits divers en politique. Par exemple, ce dénommé Ibrahima, que j'ai entendu, je veux bien entendre sa parole, mais je voudrais qu'on me dise son profil. Et on ne me le dit pas forcément. C'est pas la même chose si j'entends quelqu'un qui a été
condamné pour vol, sans doute a-t-il déjà menti, etc. Je veux mettre tout ça en perspective. C'est ça que j'attends, me semble-t-il, de notre métier. La pause. Il est 9h30 du matin, Audrey Berthaud. La sécheresse qui touche l'Hexagone en ce mois de juin a de nombreuses conséquences. EDF a ainsi annoncé avoir dû baisser la production sur l'un de ses réacteurs nucléaires de sa centrale de Saint-Alban en Isère. La cause, un trop faible débit du Rhône, répercussion de la sécheresse donc qui menace la France. La Russie vole-t-elle du blé ukrainien pour le vendre? C'est l'accusation portée par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Il estime que la Russie vole les exportations de céréales ukrainiennes bloquées en raison du conflit. Il accuse également Vladimir Poutine de faire du chantage pour obtenir une levée des sanctions internationales. Enfin, aux États-Unis, New York durcit sa législation sur les armes à feu. Après les récentes tueries qui ont touché le pays, l'État de New York a décidé de réagir par des actes en promulguant plusieurs lois votées la semaine dernière par le Parlement local. Le refus d'obtempérer, les conditions telles que ça se passe sur le terrain. Michael Dos Santos. L'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a été modifié avec une loi de février 2017, quelques mois après l'attaque contre une patrouille à Viry-Châtillon. Désormais, d'après l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, policiers et gendarmes peuvent utiliser leur arme à feu en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée. Ils doivent le faire dans l'exercice de leurs fonctions avec leurs uniformes ou leurs insignes extérieurs. Selon le même texte, l'usage de l'arme à feu est possible dans certains cas de figure. En premier lieu, je dirais la situation classique de légitime défense lorsqu'il y a une atteinte à leur vie ou à l'intégrité physique, soit des policiers, soit d'autrui. Un autre cas spécifique, c'est de devoir arrêter par l'usage des armes, immobiliser des véhicules dont les conducteurs ou les occupants sont susceptibles d'entraîner dans leur fuite soit des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers eux-mêmes ou d'autrui tout simplement. Selon le dernier rapport de l'IGPN, la police a tiré 283 fois, plus de la moitié sur des véhicules en fuite. Un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. Sandra Buisson est restée avec nous du service police-justice. Donc ce conducteur qui ne s'est pas arrêté, refus d'obtempérer, il était en semi-liberté, Sandra ? Oui, effectivement, la semi-liberté, donc c'était un aménagement de peine dont il bénéficiait. Ça veut dire qu'en fait, vous alternez les moments en prison et les moments à l'extérieur de la prison. Souvent, c'est pour pouvoir vous aider à vous réinsérer. Ça permet d'avoir un travail ou une formation. Pour l'instant, on ne sait pas à quelle peine il avait été condamné, à quoi ça correspond et pour quelle infraction. Mais effectivement, il était en semi-liberté. On n'a pas encore la répartition de cet aménagement de peine, c'est-à-dire à quel moment il devait être en prison et à quel moment il devait être dehors. Et on découvrira, et c'est toujours intéressant, pourquoi il avait été condamné, quelle peine aurait-il dû faire et au bout de combien de temps il était en semi-liberté. Et à chaque fois, on aura la même conversation. J'imagine, tant notre surprise sera grande. Mais on les sectionne, les conversations. On aura une discussion séparément sur la justice, une autre sur les aménagements de peine. On ne fait jamais une discussion générale sur l'état de la société, notre manière de réagir indépendamment de justement de notre compréhension globale des choses. Alors, un témoignage d'un policier sur le terrain, parce que, évidemment, on ne peut avoir pour eux qu'une forme de compassion pour ce qu'ils vivent au quotidien. Écoutez. Après plus de 20 ans de carrière, Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain. On a très peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi n'importe quelle personne à pouvoir viser. Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs. Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu, pour pas qu'il nous écrase et pour pas qu'on meure. Parce que derrière, nous avons des familles, des enfants. Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent des conséquences. L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain et savoir ce que la justice, l'enquête va faire. Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain. Plus personne n'a peur de nous, quoi. Donc on préfère foncer sur un policier car les délinquants savent
pertinemment que les policiers ont beaucoup de difficultés à sortir leur arme par peur des conséquences. Selon lui, le rapport de force est inversé. Preuve en est la multiplication des refus d'obtempérer. Là où, me semble-t-il, on est en pleine inversion des valeurs, comme on disait jadis. Jean-Luc Mélenchon a tweeté « Encore un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer, le préfet approuve, le ministre félicite, la honte c'est quand, la police tue, a-t-il ajouté, le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer, la honte c'est quand ». Bon, pourquoi je dis inversion des valeurs ? Parce qu'un homme politique aurait dit cela dans les années 70 ou 80. Un homme de gauche, Georges Marchais, bon, il aurait été exclu de la vie politique, mais par ses électeurs. Ses électeurs. Là, Jean-Luc Mélenchon dit cela, et manifestement, il y a une part, et une grande part de Français qui adhèrent à ça. C'est ça qui me sidère d'ailleurs peut-être le plus, parce qu'il le dit sans doute pour viser un certain électorat. Oui. Donc c'est encore un abus de pouvoir. La peine de mort pour un refus d'obtempérer. Jean-Luc Mélenchon, il pèse 20% à la présidentielle. Oui. Donc il y a des gens qui adhèrent à cela. Alors il était sur France Inter ce matin. Écoutez ce qu'il a dit. Évidemment, c'est mon devoir de le faire. Croyez-vous que j'écris comme ça, par distraction ? Vous avez bien fait dire qu'il y a eu 2 tweets. Le premier, c'est lorsque les tirs ont eu lieu. Il ne s'est rien passé. Ce que je disais ne rencontrait aucun écho, comme si c'est normal. Et en effet, c'est contre ça que je proteste. Comme ça n'a rien donné, j'ai monté le ton. Et j'obtiens ce que je veux. C'est-à-dire que des milliers de gens entendent dire qu'il y a au moins une personne dans ce pays, un responsable politique, qui n'accepte pas l'évolution de l'usage de la force de police telle qu'elle est aujourd'hui définie par le pouvoir politique qui commande. Donc l'enquête n'a pas commencé. Il ne connaît pas les circonstances. Il donne son avis. Bon, il était sur France Inter, il était à la maison ce matin, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais c'est vrai. Il était chez lui. Mais c'est quand même sidérant qu'un homme politique de ce niveau-là même ne soit pas interrogé en disant « Mais vous savez quoi ? Nous, on a une forme de prudence ce matin. Non, par définition, on essaie d'être à plat sur les faits. Ce qui est totalement inacceptable pour un homme qui prétend devenir Premier ministre, qui a été candidat à la présidentielle, c'est de salir la police à ce point, en lui donnant une sorte de présomption de culpabilité. C'est pas la première fois. Il y a une intention politique électorale qui est parfaitement claire derrière, qui est de toucher une partie de la jeunesse des banlieues pour qu'elle vote aux législatives après avoir voté au présidentiel. De la jeunesse de banlieue. Quelle image? Il s'en fait une image de personnes qui sont en conflit avec la police et il essaye de jouer. Et vous avez tort, vous généralisez, c'est pas vrai du tout. C'est une minorité qui est en conflit avec la police. Une partie de la jeunesse de banlieue. Oui, et moi, j'ai pas dit la jeunesse de banlieue. Parce que les premières victimes de ce qui se passe en banlieue et de ces minorités, c'est précisément les gens qui habitent en banlieue. Mais évidemment. Mais je qui réclament sans doute plus de sécurité et d'autorité et d'ordre que vous ne l'imaginez. Il n'empêche qu'il s'adresse à ce groupe-là de la population qui a quand même voté pour lui au présidentiel. C'est pour ça que je vous dis ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que cette stratégie me sidère. Il parle du syndicat Alliance comme de factieux. Oui. C'est presque la milice fasciste. Et alors, c'est vraiment la définition finalement de la police comme c'est la bande d'en face, quoi, la bande de l'autre cité, la bande de l'autre côté. C'est vraiment les traiter comme un groupe armé parmi d'autres, finalement. Et je trouve que le pouvoir est assez faible dans sa réponse. Alors, Gérald Darmanin a répondu, les policiers, les gendarmes méritent le respect, ils font un travail courageux, difficile, et risquent leur vie à chaque instant. Les insulter déshonorent ceux qui veulent gouverner. Laissons les enquêtes se faire sans les utiliser comme des otages d'une campagne électorale. Oui, je souscris à 100% à ce qu'il dit, d'ailleurs. Le postulat du tweet de Mélenchon, c'est les citoyens français qui risquent leur vie à chaque instant. C'est ça. Je veux dire, c'est là où il y a un truc quand même qui est un peu bizarre, parce que c'est effectivement que la rue à Paris soit devenue dangereuse. Oui, mais vous avez commencé en me disant tout à l'heure, ça fait beaucoup, tout. Vous avez déjà changé d'avis. Non, j'ai pas du tout changé d'avis. Est-ce que vous êtes... je dis que... dit, voilà, non. Je dis que, effectivement, écoutez, vous venez de passer un sujet où on nous explique que la police a tiré combien de fois l'année dernière ? 283 fois, c'est ça ? Donc ça arrive pratiquement tous les jours. Oui. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Vous voulez qu'on compare ça avec les chiffres de la police italienne, de la police allemande, on peut le faire, ce serait intéressant d'ailleurs. Enfin, regardez, je suis persuadé que vous seriez surpris. C'est-à-dire je pense que la police française, et comme la société française, elle est devenue beaucoup plus violente au fil des dernières années.
Elle est devenue, effectivement, Et la police, elle ne fait que réagit. répondre, elle Non, réagit. mais quand vous avez un type qui est en Mais la police, semi-liberté, oui. quand vous avez un gars qui est en semi-liberté, Oui. condamné 80 fois, Oui. et qui est au volant en semi-liberté, Sans permis. hein, au volant sans permis avec ses copains, et qui prend la tangente et s'engage dans une rue en sens interdit. Je suis content de vous l'entendre dire. Vous disiez tout à l'heure une chose un poil peut-être différente. Non, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, mais c'est de ma faute, je me suis mal exprimé. Parce que Ça ne peut pas. Pas du tout. Oui. Moi, je suis un simple citoyen. Vous avez dit c'est Paye quand même ses beaucoup. impôts, qui a un casier judiciaire très léger. Et ce que je vois... Bon, ne sourions pas parce qu'il y a un drame Non, et il y a je ne une rigole jeune pas. femme d'ailleurs Ce que je vois, c'est que j'ai qui été est morte. interpellé 3 fois au cours des derniers mois, pendant le Covid, le confinement et après. Et les 3 fois, c'était par des types qui étaient sur les nerfs, extrêmement agressifs, et alors qu'ils n'avaient absolument rien à me reprocher. Et que j'ai même eu une contravention pour quelque chose que je n'avais pas fait. Oui, mais vous êtes ironique de temps en temps, ça ne m'étonne pas. Ce qui lève... Vous n'êtes pas profil bas, ça, vous devez les prendre de temps en temps de haut. Non, pas du tout. Quand vous voyez un policier, vous ne le prenez pas de haut. Mais non, vous dites oui, Pascal. monsieur, J'ai un peu et voyagé, vous facilitez son travail. J'ai un peu voyagé, j'ai pris l'habitude de prendre méfiance des corps habillés. Voilà. Écoutez, pour revenir sur le tweet de Jean-Luc 68 arts de... Non, mais non. Nathan, pour revenir sur le tweet facilitez-leur leur travail. Voilà. Et faites, quand vous les voyez, faites profil bas. Bien sûr. Ça facilite leur travail. Donc, ayez cet esprit-là. Comment Oui, bien sûr. Bon, Nathan. Quand vous êtes interrogé, ne les prenez pas, parlez-leur avec bienveillance et gentillesse. Mais je ne vous parle pas à vous, je parle en général. Je parle à mon bonnet, comme on dit dans les pièces de Molière. Oui, non, juste pour revenir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le postulat de son tweet, c'est de dire que c'est une bavure. Il n'en sait rien, nous n'en savons rien. On l'a dit. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette contamination du temps court et du temps long. Les faits divers doivent se juger sur le temps long. Zola, pour s'engager dans l'affaire Dreyfus, il met des mois à se documenter avant de prendre la parole. Parce qu'on ne prend pas la parole à la légère sur des faits divers. Et évidemment, la politique, c'est le temps court. Et il y a un problème de déontologie en France qui ne concerne pas que Jean-Luc Mélenchon, qui concerne beaucoup d'hommes politiques, qui est cette contamination du fait divers par le politique et du politique par le fait divers. Il faut vraiment créer des barrières étanches entre les deux. Ça s'appelle de l'opportunisme électoraliste. On est en campagne électorale. Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Alors évidemment, il y a récupération des deux côtés. Ce que vous avez dit tout à l'heure, les propos de Jean-Luc Mélenchon contre la police sont d'une gravité inouïe. À quelques jours de sa retraite politique, il fait donc le choix du déshonneur en rompant définitivement avec les valeurs de la République française. Bon, on a terminé ce sujet. Je voulais simplement qu'on dise un mot avant de parler du chapitre étranger et de revenir à ce qui s'est passé en France sur ce massacre au Nigeria. Parce que ça m'intéresse vraiment fortement. Des hommes armés ont fait irruption dans l'église catholique de la ville d'Owo, dans le sud-ouest du Nigeria, durant la messe de la Pentecôte. Au moins 21 personnes ont été tuées selon un premier bilan communiqué lundi par les autorités locales. Les assaillants étaient armés de fusils et d'explosifs. Je ne suis pas sûr qu'on vous propose des images, parce que des images, moi, que j'ai vues, elles sont... Alors, on a ces images-là. Marine Lançon me dit qu'elle a expurgé, parce que tout était filmé, si j'ose dire. Le pape François a fait part de sa solidarité avec les victimes. Le pape a appris l'attaque à l'église d'Ondo, au Nigeria, et la mort de dizaines de fidèles, dont de nombreux enfants, pendant la célébration de la Pentecôte. Mais ce qui me frappe, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter, qui l'apprennent. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont toujours très difficiles à expliquer, ou pas d'ailleurs, des chrétiens qui sont massacrés pour l'espace médiatique, c'est pas une victime. Surtout que ça fait très longtemps. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le massacre des chrétiens au Nigeria, c'est une... Exactement, affaire, on en a parlé tout à l'heure et vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Alors, on sait qui sont les agresseurs. Est-ce que... Non, justement. Vous savez, au Nigeria, pour résumer, vous avez le nord qui est plutôt musulman et le sud qui est plutôt catholique. C'est un pays de plus de 200 millions d'habitants. Hein. C'est un très grand pays, très puissant, avec du pétrole, etc. Et vous avez depuis 15 ans au nord une insurrection djihadiste. C'est Boko Haram. Boko, c'est les livres. Books, Haram, interdit. Les livres interdits. Donc ce sont des fondamentalistes. Et c'est eux qui ont enlevé les lycéennes. Vous vous rappelez, on avait partout à Paris on avait pavoisé Paris avec libérons les lycéennes. Comme si ça pouvait changer quoi que ce soit, d'ailleurs, ce genre de mobilisation. La vérité, c'est que vous avez un gouvernement, un État qui est très complice, en fait,
de cet islamisme virulent qui a coagulé avec ce qu'on appelle les peuls, c'est-à-dire cette ethnie majoritaire qui est d'éleveurs, nomades, et qui font la peau aux agriculteurs sédentaires, les premiers étant souvent musulmans et les seconds étant chrétiens en général. Et donc, on ne sait pas très bien qui a fait le coup. C'est la première fois que ça arrive dans le sud-ouest du Nigeria, qui est un pays très violent. Mais c'est la première fois qu'on voit ça dans cette région-là. Ce qui est inquiétant, parce que ça veut dire que peu à peu, la violence essaime. Avant-hier, samedi à Abuja, vous avez un type qui a été lynché par la foule parce que l'imam du coin avait dit qu'il fallait l'abattre. Il y a 3 semaines, il y a une étudiante qui a été brûlée vive, lapidée, et son cadavre a été brûlé vif ensuite par d'autres étudiants, parce qu'on prétendait qu'elle avait envoyé un SMS qui était blasphématoire. Donc ça vous donne un peu le climat dans lequel vivent aujourd'hui les chrétiens du Nigeria, c'est-à-dire dos au mur, et bon pour le couteau du boucher, dans l'indifférence du monde et dans la complicité de leur gouvernement et de leur État. Il est 9h45, Audrey Berthaud. Au Mali, la junte militaire promet une transition politique. Leur chef a signé un décret pour rendre le pouvoir aux civils d'ici mars 2024. Cette décision intervient après un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui avait imposé au Mali des sévères mesures commerciales et financières en début d'année. En France, de nouvelles mesures pour soulager les agriculteurs. Certaines exploitations agricoles ont été saccagées par la grêle. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on retrouve l'allègement des charges sociales et l'étalement de remboursement des prêts garantis par l'État. Enfin, les avions de la patrouille de France ont survolé les plages du débarquement hier, 78 ans après le D-Day, le 6 juin 1944. Vous le voyez sur ces images fournies par l'armée de l'air. Ils ont survolé plusieurs plages. Des vétérans, leurs familles et des visiteurs se sont rassemblés tout le week-end en Normandie pour commémorer le débarquement. Autre sujet de politique étrangère avec Vincent Hermouet, la tension diplomatique Paris-Kiev. Le chef de la diplomatie ukrainienne, M. Kouleba, a fustigé les appels du président français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie, jugeant que cette position ne pouvait qu'humilier la France. Alors Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours, il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Et effectivement, il y a la réponse du chef de la diplomatie ukrainienne. La France, je rappelle, apporte toujours un soutien financier et militaire à l'Ukraine. Décryptage. C'est un ministre des Affaires étrangères qui n'est pas très diplomate, ça c'est la première remarque, et qui n'est pas très reconnaissant non plus, parce que la France livre malgré tout ce qu'elle peut comme matériel, au risque d'ailleurs elle-même de se désarmer, d'affaiblir nos régiments. La deuxième chose, c'est qu'il est en guerre. Et dans une guerre, c'est comme dans une révolution, il n'y a que 2 côtés à la barricade. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Alors on est avec les Ukrainiens, mais on ménage quand même l'avenir, parce qu'il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, on reparle avec la Russie. Et la France, le président français en l'espèce, défend les intérêts français avant de défendre ou européens avant de défendre les intérêts ukrainiens. Il n'est pas forcément dans la guerre, à la guerre totale, pour reconquérir le Donbass. Oui, mais cher Vincent, quand même, si on se met 2 secondes à la place d'un Ukrainien, et qu'on a... Le président Macron, il est français. On s'adresse à des Ukrainiens, à des Russes. Oui. D'entendre le président français dire il ne faut pas humilier la Russie, il faut vraiment éviter... Quand vous êtes Ukrainien, qui a 20% du territoire ukrainien, qui a été conquis par les Russes, les plus humiliés aujourd'hui, c'est les Ukrainiens, c'est pas les Russes. En quoi la Russie est-elle humiliée par la situation actuelle, puisqu'ils sont largement vainqueurs, en réalité? Et donc, on pourra avoir un peu plus de solidarité. Là, le président est le président macronne, du verbe macroner, qui est employé par les Ukrainiens, qui ont bien compris d'ailleurs quelle était la stratégie. Et là, pour le coup, il a plutôt raison. Oui. Parfois, il macronne dans le « en même temps », mais là, c'est un « en même temps » diplomatique qu'on comprend. Oui, c'est en même temps de la communication qui est la sienne, parce que comme vous le disiez, la France est du côté de l'Ukraine et elle n'est pas du côté de la Russie. La question que ça pose quand même sur les limites du « en même temps »,
c'est que le en même temps peut éventuellement servir à ménager la politique, à des sujets de politique intérieure, mais dans quelle mesure le en même temps est compatible avec des situations de guerre où il faut quand même trancher, où il faut décider. Est-ce qu'un chef de guerre, même là, évidemment, la France n'est pas co-belligérante, mais on est en situation. Il ne faut pas humilier la Russie. Mais comment peut-on humilier la Russie? J'arrive pas à comprendre. Oui. Eh bien, humilier la Russie, c'est par exemple ce qui s'est passé hier, quand le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, n'a pas pu se rendre en Serbie parce que la Bulgarie, la Macédoine, les pays voisins lui ont interdit le survol. Attendez. Le survol du territoire. C'est quelque chose qui n'a jamais... Attendez. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire diplomatique récente. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, on a mis à tel point un pays au banc des nations que son ministre des Affaires étrangères ne veut pas se rendre dans une capitale amie pour y discuter avec des alliés. Alors attendez, on peut estimer que le Kremlin, c'est l'enfer, que Poutine, c'est Satan, que tous ceux qui l'entourent sont des gens à qui qu'il faut coller au mur et avec lesquels il ne faut pas parler. Ou alors, on estime qu'on est en Ukraine, dans une situation de conflit qui est en train de ruiner l'Ukraine, de ruiner aussi la Russie et accessoirement de ruiner à terme l'Europe et accessoirement d'affamer aussi l'Afrique, et qu'il y a un moment où il va falloir essayer de trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Et donc, il faut peut-être ménager l'avenir. À quoi a servi de discuter avec la Russie depuis 6 mois? Vous pouvez m'expliquer? Je défendais, et je trouve que Macron a eu raison, de tenter le dialogue avec Poutine. Mais pour l'instant, je constate juste que c'est un échec total. Je ne dis pas que c'est de la faute de Macron, mais c'est un échec total. Refermons ce ça chapitre. Ça ne sert à rien. Il ne comprend que le rapport de force. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Refermons ce chapitre. On va marquer une pause. On va recevoir vers 10h15 ce livre vraiment qui m'a bouleversé. Tiphaine, où es-tu? Puisque c'est le récit en immersion qui dévoile les rouages angoissants de disparition inexpliquée. Et cette jeune femme, Tiphaine, qui a disparu au Japon, et c'est terrible. Et Damien Véron, qui est le frère de Tiphaine, à la recherche de notre sœur, a écrit ce livre. Je vais vous remercier, Monsieur Hervouette. Merci de votre analyse. Toujours. Mais moi aussi, je vous remercie de votre patience. Mais non, mais pourquoi patience? Parce que... Non, c'est quand on conteste... C'est intéressant toujours d'écouter votre expertise. Et elle est parfois différente de celle des autres. Et de ce point de vue-là, elle peut nous intéresser. Bon. On marque une pause. Je suis pas. Je suis très content de ne pas être en résidence surveillée. Je peux remettre mes lacets. Au nom des pouvoirs, au nom des pouvoirs qui nous sont conférés. Mais vous n'avez pas de Légion d'honneur, vous n'avez rien du tout. Ah non, ça ne se demande pas, ça ne se porte pas, ça ne se... Vous n'avez pas de rien, vous n'avez aucune décoration. Non, vous voulez... Non, mais j'en suis étonné. Mais vous avez toujours le grand livre. Oui, je les vends, je les change. Bien sûr, sur eBay, je ne doute pas qu'ils auront et qu'ils aient un prix. La pause, à tout de suite. Damien Véron est avec nous ce matin. Vous êtes le frère aîné de Tiphaine. Tiphaine a disparu depuis août 2018 au Japon. Et avec votre sœur, vous avez écrit ce livre pour retrouver Tiphaine. Vous avez fondé en 2019 l'association Unie pour Tiphaine. Où est Tiphaine, où es-tu? Est-ce que vous n'avez pas de réponse aujourd'hui à cette question? Toujours pas. On se bat depuis 4 ans justement pour avoir des réponses. Donc on sait qu'il y a énormément de suspects. On a essayé de mener les premières années une enquête, puisqu'en fait, lorsque Tiphaine a disparu, rapidement, nous avons été reçus par la police locale. Donc nous avons pu un petit peu être en immersion dans le système japonais, puisque les Japonais refusaient de répondre à la police française, mais acceptaient de nous recevoir. Donc en fait, on s'est retrouvés pendant 1 an un petit peu au cœur de l'enquête. Donc c'est ce qu'on raconte dans le livre, malgré nous. Et surtout, en fait, nous avons dû un petit peu assurer le relais entre la France et le Japon, entre la justice française et le... Donc ça a été un long travail, c'était difficile. Vous pensez aujourd'hui qu'elle peut être encore séquestrée par une personne? Vous pensez peut-être qu'elle a été tuée par une personne?
Le problème, c'est que, si vous voulez, lorsqu'on est arrivé, on nous expliquait on entend toujours dire que le Japon est un pays extrêmement sûr. Alors c'est sûr qu'il y a un sens du civisme qui est assez exceptionnel, mais lorsque nous étions à l'endroit où Tiffen a disparu, c'est-à-dire à Nikko, on a découvert pendant 4 ans que vous aviez énormément de faits divers, d'agressions, de personnes démembrées, ou même, il n'y a pas longtemps, encore une personne retrouvée démembrée dans une valise. Donc on a vraiment très peur, oui, que ça soit un acte malveillant. Il est 10h, le journal de Audrey Berthoud. 18 professionnels de la filière viande devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils comparaissent aujourd'hui après le scandale de la vente de viande de cheval de 2013. Des chevaux impropres à la consommation humaine finissaient à l'abattoir. Ils étaient ensuite envoyés vers des grossistes qui les redistribuaient. Et puis, nouveau rebondissement dans la saga du rachat de Twitter par Elon Musk. L'entrepreneur menace dans un document officiel de retirer son offre car le réseau social résiste activement à ses demandes d'informations sur les spams et les faux comptes, ce que réfute la plateforme. Enfin, la toute première photo pour Lilibet, la fille du prince Harry et Meghan Markle. À l'occasion de son premier anniversaire, ses parents ont décidé de publier son premier portrait officiel. Lilibet qui a rencontré son arrière-grand-mère ce week-end pour la première fois à l'occasion du jubilé de la reine. Je remercie vraiment Damien Véron d'être avec nous ce matin. Tiffen Ouétu, on en parlera tout à l'heure. Je voulais qu'on évoque l'aspect politique et notamment l'aspect politique de la France insoumise ce matin, parce que là encore, l'espace médiatique traite parfois différemment les choses. Vous avez peut-être vu cette photo de Jérémy Corbyn qui est présent avec les insoumises Danielle Obono et Danielle Simonet, qui sont candidates de la NUP à Paris. Eh bien, Jérémy Corbyn, elles ont fait une photo, comme c'était manifestement contente, je crois qu'on la voit la photo ou pas? Est-ce que nous la voyons? Voyons cette photo de Madame Simonet avec... elle va arriver, me dit Marine Lançon. Au cours de son mandat à la tête du Labour de 2015 à 2020, Jérémy Corbyn a été accusé par une partie de son camp et par des organisations religieuses de complaisance vis-à-vis des propos antisémites de certains membres de son parti. Ouais. En 2018, il a participé... Le Daily Mail, l'accusait d'avoir participé à Tunis en 2014 à une cérémonie d'hommage aux terroristes palestiniens du groupe Septembre Noir, responsable de la prise d'otages et de l'assassinat de 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. En mars 2018, il s'est excusé pour s'être opposé en 2012 à la destruction d'une fresque représentant des banquiers juifs jouant sur une table de Monopoly posée sur le dos de travailleurs. Et effectivement, régulièrement, il a été pris à partie pour son antisémitisme. Eh bien, malgré cela, Madame Simonet, est-ce qu'on voit la photo Marine Lançon, elle arrive. On a un petit souci technique. Il faut ajouter que Jean-Luc Mélenchon avait défendu Jérémy Corbyn contre ses accusateurs. On disait que, et en étant lui-même très critique à l'égard du CRIF en France. Oui, bon, mais et là encore, on retrouve une tendance de la France insoumise sur ces sujets-là. Alors, Madame Simonet a tweeté « Honte à vous, Jérémy Corbyn n'a jamais tenu un seul propos antisémite, mais a été victime d'une grossière manipulation parce qu'il a incarné l'aile gauche. Le Labour Party a dû s'excuser et le réintégrer. Il y a suffisamment de vrais antisémites à combattre pour s'en inventer d'autres. » Et Madame Obono a dit « Internationaliste, antiraciste avec Danielle Simonet, on ne lâche rien en dépit de toutes les basses manœuvres politiciennes de la Macronie et leurs alliés. » Ok. Une réaction sur M. Corbyn ou pas? Non, mais c'est exactement la même ligne que poursuit Jean-Luc Mélenchon depuis le tournant de la manif contre l'islamophobie. En fait, le vrai tournant de Mélenchon, c'est cette manif de l'automne 2019 contre l'islamophobie, où commence une alliance plus ou moins approfondie avec des groupuscules ou des groupes de l'islamisme politique. Et depuis, cette ligne, elle est inspirée par Coquerel qui, en 2017, dit si on n'a pas été au deuxième tour, c'est parce qu'il nous a manqué les voix des banlieues. Et donc, toute la stratégie de Mélenchon, depuis cette date, avec le tournant de la manif... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il faut être antisémite pour séduire la banlieue?
Parce que c'est ça. Non, je n'irai pas jusque-là. C'est ce que vous dites. Je dis simplement que Mélenchon a changé de ligne par rapport à ça. C'était l'ami de Charb. Faisons attention. Je fais attention. C'était l'ami de Charb. Charb, qui était le directeur qui a été assassiné de Charlie Hebdo, et qui avait écrit, lui, une lettre contre les idiots utiles de l'islamophobie. Mélenchon a complètement changé de ligne par rapport à ça. Mais sans doute va-t-il encore changer de ligne, parce que là, ce qui lui a manqué, puisqu'il a obtenu les voix des banlieues qu'il convoitait, et là, ce qui lui a manqué, c'est les voix, disons, de certains endroits où on vote plutôt Rassemblement National. La photo conquérir dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est possible. La photo de Madame Simonet qui pose donc avec Monsieur Corbyn, dont certains disent qu'il est un antisémite notoire, et Madame Obono. L'espace médiatique, comme toujours, est bien indulgent dans ces cas-là, avec la France insoumise, et peu de questions sont posées sur cet antisémitisme récurrent qui est parfois reproché à la France insoumise. Non mais moi, en fait, je suis pas une passionnée des procès sur photo, et il a posé avec un tel, ça veut dire qu'il est d'accord sur tout. Bon, une fois que ça est dit, je trouve ça beaucoup plus intéressant, en effet, d'analyser ce que ça veut dire. Et en effet, il y a une proximité dans la lecture. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que la manifestation contre l'islamophobie est une étape, on va dire, dans ce mouvement idéologique à gauche. Quand Taguieff crée le terme d'islamo-gauchisme, c'est précisément sur ce sujet. Non, mais c'est surtout sur le sujet, le courant à gauche, qui en effet transforme, on va dire, le prolétaire international par le palestinien, en gros, dans son discours. Donc c'est vraiment un soutien, ferme et définitif à la Palestine contre l'installation d'Israël, la colonisation, etc., en Israël. Et il se trouve que dans nos pays, par le biais de l'immigration, ce conflit-là a été importé. Que tous les termes du débat ont été rendus impossibles parce qu'ils ont été, tous amalgamés, et que, en effet, l'imaginaire, on va dire, d'une partie de la jeunesse musulmane sur le conflit israélo-palestinien les a rendus primairement antisémites. Mais vraiment, et c'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas tellement, la manif contre l'islamophobie dans cette histoire, c'est une étape, quoi. C'est Mélenchon, oui. Toute critique de la politique israélienne et toute défense de la Palestine, aussi ferme soit-elle, parfois intransigeante soit-elle, ne relève pas nécessairement du tout de l'antisémitisme ou de complaisance envers. On a le droit d'écrire, bien sûr, on a le droit de critiquer Israël et de la politique israélienne, bien sûr. On a le droit. Oui, évidemment. Et on n'est pas antisémite parce qu'on critique la politique israélienne. Mais même, vous disiez tout à l'heure, et la critique du CRIF, toutes ces critiques doivent être distinguées si on ne veut pas précisément avoir un magma en forme de... Autre sujet qui concernait Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez peut-être entendu, c'est une réaction de son principal bras droit. Emmanuel Macron a dit: le président choisit la personne qu'il nomme Premier ministre en regardant le Parlement. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président. Parce que Jean-Luc Mélenchon a dit: je serai Premier ministre et il me nommera. Et qu'a dit M. Bompard, qui est son bras droit, c'est quand même assez sidérant ce qui se passe quand même dans ces pays. Bah si, bonhomme, en parlant du président de la République, tu vas le nommer. Mais là encore, je disais tout à l'heure, c'est dans les années 70 ou 80, quelqu'un dirait ça, il serait discrédité, mais c'est ses électeurs qui s'éloigneraient de lui. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état-là. C'est-à-dire qu'au contraire, certains trouvent ça manifestement très bien. Donc écoutons M. Bompard. Dans une campagne, on essaye de convaincre les électrices et les électeurs, et on le fait argument contre argument. Et c'est vrai que dans les arguments qui ont été défendus par le président de la République, franchement, ça tient pas la route. Quand il nous dit, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon peut pas être Premier ministre parce que je le nommerai pas, bah si, bonhomme, tu vas le nommer. Pour une raison simple, c'est que la formation politique ou l'alliance politique qui a une majorité de députés à l'Assemblée nationale doit... c'est de coutume républicaine que ça soit la personne qui a été désignée. C'est pas une obligation constitutionnelle, c'est une coutume. Ce qui est une obligation constitutionnelle, c'est qu'ensuite le Premier ministre doit avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Quand François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre, il le fait parce que Jacques Chirac est le chef de l'opposition. Quand Jacques Chirac lui-même, à son tour, nomme Lionel Jospin Premier ministre en 1997, il le fait parce que Lionel Jospin a été désigné par la gauche plurielle à l'époque. Ce qui est terrible, c'est que sur le fond, l'analyse politique de M. Bompard est sans
doute juste. Mais nous, qui sommes peut-être des gens d'une autre génération, il me semble qu'on ne dit pas bonhomme. Il y a toujours eu une tradition quand même à gauche de la bonhomie où les présidents. C'est pas la bonhomie là. Si bonhomme tu vas le nommer, arrêtez. C'est pas de la bonhomie. On emmerde une partie des Français, donc à partir de ce moment-là, je veux dire le vocabulaire. Non, c'est vrai qu'il y a un relâchement du vocabulaire qui est général. Donc vous trouvez exactement. Non, mais vous avez raison. Bon argument. À laquelle j'aurais aimé appartenir probablement, quoi, parce que moi ça me réjouit. Non, mais vous dites j'appartiens à une génération. À laquelle j'aurais probablement aimé appartenir sur ce terrain, mais c'est global, quoi. Quand vous avez un président qui dit sur le perron de l'Élysée qui viennent me chercher et tout, bon, bah, voilà, si tout le monde parle comme ça, tout le monde parle comme ça. Giscard ou Mitterrand dire qu'ils viennent le chercher. Bon argument. Parfois tu récoltes ce que tu as semé. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Tu récoltes ce que tu as semé. Tout ça participe de la dégradation. Tout ça participe quand même de la dégradation du débat public, parce que justement il a plutôt raison sur le fond, en l'occurrence Bompard. S'il s'exprimait autrement, ce serait plus intéressant. Dit bonhomme, hein, c'est pas non plus. Oui, non, Non, mais oui, je suis d'accord. C'est décalé, c'est inapproprié. C'est inapproprié, exactement. C'est familier. Revenons à ce qui s'est passé au Stade de France il y a quelques jours, parce que les témoignages affluent. Et alors évidemment, un buzz chasse l'autre en France. Donc on a Damien Abad, on a eu le Stade de France. On a aujourd'hui les policiers qui sont en garde à vue, on a pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon, et puis demain, ce sera un autre sujet. Mais il se trouve que Régine Delfour, qui était en Angleterre pour le jubilé de la Reine, elle est allée jusqu'à Liverpool, parce que c'est intéressant d'écouter aujourd'hui les témoignages de supporters qui affluent. Et je ne sais pas comment cette affaire va se terminer, même si on peut le regretter, mais dans notre société, non seulement un buzz chasse l'autre, mais c'est déjà oublié. On est passé à autre chose. Bon. Nous, on n'est pas passé à autre chose, justement, parce que ça nous intéresse d'aller plus loin. Écoutez le reportage à Liverpool avec Régine Delfour de Reda Emravit. 10 jours après, le traumatisme est toujours aussi fort pour les supporters de Liverpool. Désormais, les fans du club anglais et du club espagnol du Real Madrid pourront porter plainte. Vice-président d'une association de supporters, Craig Annan n'oubliera pas cette soirée du 28 mai 2022. Quand je suis arrivé, c'était le chaos. Les gens poussaient. Je suis arrivé au tourniquet, il y avait des jeunes locaux qui essayaient de rentrer. Ils poussaient pour rentrer. J'ai demandé au steward de nous aider, il s'en fichait. Il me répétait qu'il s'en fichait. Un souvenir cauchemardesque et de la rancœur contre le gouvernement français. Je veux des excuses du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports qui nous ont accusés. Je veux des excuses de la police. Quand nous avons quitté le stade, il y avait des CRS qui nous ont dirigés vers un tunnel. Et là, partout autour de nous, il y avait des bandes. Ils nous ont livrés aux vrais hooligans. À ce moment-là, les policiers étaient nulle part autour de nous. Ce lundi, le club de Liverpool disait avoir reçu plus de 6500 témoignages de supporters traumatisés. On finira peut-être par avoir la vérité, c'est bien. Grâce aux supporters anglais, finalement, c'est eux qui nous livreront. Et auxquels s'ajoutent des supporters espagnols qui racontent la même histoire. Hein. Didier, alors on a eu le vrai hooliganisme. Bon, je suis pas sûr que c'était une question de foot là. En mais c'est pas du hooliganisme. Ben non, mais je sais bien, justement, c'est ça départ, qui me... Je veux dire, ça n'a rien à voir. Évidemment. C'est pas du tout des batailles à l'intérieur du stade pour une raison sportive. Ce sont des gens qui ont attendu, comme au Moyen-Âge, des gens pour les piller sur la route. Non, mais c'est exactement ça. C'est ou les attaques de diligence. Quand vous avez des ça n'a rien à voir. Des centaines de témoignages. Mais tout le monde l'a compris. Hein. Mais oui, bien sûr. Sauf les éléments de langage de quelques politiques. Mais sauf que quand vous écoutez Gérald Darmanin pendant une semaine, vous finissez par vous dire mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Et là, quand s'ajoutent des centaines de témoignages de gens présents sur le terrain, auxquels s'ajoutent ceux des policiers eux-mêmes présents sur le terrain, qui en effet étaient en dispositif de maintien de l'ordre, donc sans intervention individuelle, bon, vous finissez par comprendre ce qui s'est passé. Et apparemment, il n'y a que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui n'ont pas très bien compris. Régine Delfour est à Liverpool. Écoutons-la. Alors écoutons d'abord un supporter, me dit Marine Lançon. Quand je suis arrivé, c'était le chaos. Les gens poussaient. Je suis arrivé au tourniquet, il y avait des jeunes locaux qui essayaient de rentrer. Ils poussaient pour rentrer. J'ai demandé au steward de nous aider, il s'en fichait. Il me répétait qu'il s'en fichait.
On ne pouvait pas rentrer et on ne pouvait pas partir non plus. Il y avait des centaines de personnes derrière nous qui poussaient. Nous étions pressés contre les grilles. Quand je suis arrivé au tourniquet, mon billet a été scanné en rouge et c'était improbable parce que mon billet venait directement du club de Liverpool. Un ami a eu son billet volé. Mais comme la foule était très compacte, ils n'ont pas pu s'enfuir avec le billet, alors les gens se le passaient. Ils se passaient le billet les uns les autres pour l'éloigner de mon ami. Les stewards étaient dépassés, le personnel était dépassé. À un certain point, je ne voulais même plus rentrer dans le stade. Je voulais juste partir et être en sécurité. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et je vous l'avais annoncé avec quelques secondes d'avance, Régine Delfour à Liverpool. Ici à Liverpool, les supporters ne décolèrent pas, ils réfutent ces accusations qui les comparent à des hooligans sans ticket. Ils nous ont fait part de cette violence dont ils ont été victimes, une violence inouïe, notamment aux abords des tourniquets. Un des supporters nous a dit avoir été coincé. Il a croisé le regard d'un agent du stade en lui demandant son aide. L'agent lui aurait répondu qu'il l'aiderait en échange d'argent, quelque chose qui semble tout à fait surréaliste. D'autres nous ont dit qu'on leur avait volé leur ticket. Alors un billet quand même qui coûte 150 livres. Ils n'ont pas compris non plus l'utilisation massive des gaz lacrymogènes, notamment parce qu'il y avait énormément d'enfants. Ensuite, à la sortie du stade, ils ont eu peur puisqu'il y avait plusieurs bandes de jeunes qui les suivaient et ils n'ont pas compris non plus pourquoi les policiers n'étaient pas là pour les protéger. Alors, en rentrant à Liverpool, ils se sont adressés au club de Liverpool, ils ont témoigné et beaucoup d'ailleurs ont décidé de porter plainte. Il est 10h15, Audrey Berthaud. Ah, il est même 10h17, pour tout vous dire. Audrey Berthaud, qui arrive. Valérie Pécresse veut prendre le pouvoir en matière de transport dans la région Île-de-France. C'est ce qu'elle explique dans un entretien à la lettre spécialisée Mobilettre. Elle réclame une réforme nationale de la gestion des routes et de SNCF Réseau. Cette branche de la SNCF est noyée, selon elle, par la masse de travaux à effectuer quasi systématiquement en retard et en dépassement de budget. Et puis la guerre en Ukraine et la bataille qui s'intensifie à Severodonetsk dans le Donbass. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a reconnu une situation difficile. Les Russes sont de plus en plus nombreux sur le front, mais le président ukrainien assure que les forces ukrainiennes tiennent bon. Enfin, un journaliste britannique et un expert brésilien ont disparu en Amazonie. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Les deux hommes n'ont plus été vus depuis dimanche matin. La zone dans laquelle ils effectuaient des recherches, la vallée de Javari, est très difficile d'accès et abrite des tribus dont une vingtaine sont totalement isolées. Tiphaine, où es-tu? C'est le livre de Damien et Sybille Véron. Nous recevons ce matin Damien Véron, qui est le frère aîné de Tiphaine. Tiphaine, si tu es en vie quelque part, courage ma sœur. Jamais je ne t'abandonnerai. C'est ce que vous écrivez. Tiphaine est une touriste française. Elle a disparu le 28 juillet 2018. Elle est âgée de 36 ans. Elle était partie seule en vacances au Japon. Elle disparaît dans la ville de Nikko, qui est une cité touristique à 150 km de Tokyo, après avoir été vue pour la dernière fois dans son hôtel alors qu'elle prenait son petit déjeuner. Vous allez faire d'importantes recherches au mois de mai. La famille, vous et toute votre famille, déclarez ne pas croire à la thèse de l'accident. Et vous préparez d'ailleurs de nouveaux déplacements. Mais quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui? Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Parce que vous l'avez dit, nous, ce qui était important, d'abord, la police nippone, lorsqu'on est arrivé, nous ont expliqué que c'était un accident, qu'ils ne feraient pas de recherche supplémentaire. Donc, on est arrivé, ils nous ont reçus. On est reparti avec la valise de Tiphaine dans la foulée. Ils nous ont expliqué, rentrez chez vous, c'est terminé, il n'y aura pas de recherche. Donc nous, c'était impensable. Parce que, imaginons que ça soit un accident. Imaginons, ça peut être aussi une chute. Imaginons qu'elle soit tombée quelque part à côté de l'hôtel. Elle peut être en train d'attendre qu'on vienne la secourir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi sur place à médiatiser pour qu'il y ait des actions qui soient faites. Sauf que malgré ça, il n'y a pas eu forcément d'action lancée. Donc nous avons dû financer nos recherches au début pour vraiment être sûr que ça ne soit pas un accident. Parce que si c'est le cas, on ne peut pas imaginer ne jamais retrouver Tiphaine. Il n'y a aucun élément matériel? Aucun élément matériel, non. On ne sait rien, c'est-à-dire qu'on a perdu sa trace. Elle a quitté l'hôtel un matin et il n'y a rien
qui a été retrouvé d'elle Justement, c'est ça qui est surprenant. C'est que déjà, les recherches, on a fait des recherches dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, grâce au travail d'investigation qu'on a fait, grâce au soutien qu'on a reçu, on a réalisé en fait qu'il n'y avait jamais eu de typhon. Parce que les Japonais expliquaient qu'il y avait eu un typhon, donc que son corps était tombé dans la rivière et qu'on ne la retrouvait pas à cause de ça, pour l'unique raison. Et en fait, les Japonais alors il a fallu tout Le 28 juillet 2018, il n'y a pas eu de typhon. Le 29, non. Le 28, effectivement, il y a eu un typhon. Sauf que le 29, on a pu avoir les relevés officiels de la météo, que ce soit côté japonais et français. Il n'y a jamais eu de typhon. Sauf qu'au Japon, c'est un pays très particulier. Quand vous avez une autorité importante qui annonce une piste, si vous voulez, elle n'est pas contredite. C'est comme ça, même si elle est fausse. Donc il a fallu qu'on se batte pour la démontrer. Puis ensuite, une fois que la piste accidentelle a été en partie écartée, on s'est rendu compte que la piste criminelle, malheureusement, était très probable. Alors, un juge d'instruction, par exemple, a été nommé, mais à Poitiers en 2020. L'enquête demeure ouverte en France pour enlèvement et séquestration. Mais comment un juge à Poitiers peut-il enquêter sur ce qui s'est passé à 150 km de Tokyo? C'est difficile, mais alors Tiffen est Poitevin, donc on a porté plainte à Poitiers. Oui. Donc à partir de là, le juge d'instruction est Poitevin. Oui. Mais vous soulignez un... Non, mais vous soulignez un problème. J'imagine qu'il n'est pas allé enquêter sur place. Mais là, vous soulignez un point qui est essentiel, c'est que justement, grâce à l'ambassadeur, on a eu le soutien de l'Élysée, il a été possible justement que le juge se déplace. Oui. Sauf qu'elle a refusé. Donc ça a été un coup dur pour nous, parce qu'il n'y ait pas de recherche au Japon, pour différentes raisons. Mais qu'est-ce qu'elle peut trouver qu'est-ce qu'elle peut trouver 4 ans plus tard? Comment peut-elle enquêter? Mais j'ai peut-être pas précisé, vous avez raison, c'est que il y a eu la police japonaise, lorsque notre maire a écrit à Emmanuel Macron, ont été vexés, donc nous ont convoqués à l'hôtel et ont fait ce qu'on appelle les tests au luminol. Un test qui n'était pas préparé, c'était un peu une réaction d'orgueil, et en fait, il est apparu qu'il y avait du sang sur les murs. Donc si vous voulez, déjà, rien qu'un déplacement au Japon pour élucider ce point, c'est quand même essentiel. Puis ensuite, l'hôtelier qui a reçu Tiffen explique qu'elle est partie avant 10h, alors que on a réussi par rapport à notre travail d'investigation sur le GPS, grâce à des soutiens, on a réalisé qu'elle était dans l'hôtel pratiquement jusqu'à midi. Donc déjà, rien qu'en auditionnant... Donc vous pensez que l'hôtelier, par exemple, est impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qui est arrivé à votre sœur? En tout cas, c'est ce qu'expliquait le juge dans les premiers mois, c'est que Tiffen a disparu à l'hôtel. Du moment où vous avez des traces de luminol et un hôtelier qui a une version contradictoire, plus des gens qui étaient dans l'hôtel qui n'ont pas été interrogés, l'instruction démarre de là de toute manière. Il n'y a pas de juge d'instruction au Japon? Non. Ça a été là aussi, on le raconte dans le livre, parce que c'est une écriture très particulière. Quand vous êtes face à eux, vous n'avez pas de réponse concrète. Ils ne vous disent pas vraiment non, ils ne vous disent pas oui, ils vous expliquent ce qu'ils vont faire. Par exemple, Tiffen est parti avec son téléphone. La police française a tout de suite fait des réquisitions auprès de l'opérateur. Sauf que Tiffen étant au Japon, il fallait que ce soit les Japonais qui le fassent. Et ils ne l'ont jamais fait. On aurait pu avoir peut-être sa trace en... Mais on pourrait peut-être l'avoir, ça, aujourd'hui encore, si il y avait possibilité d'avoir des conclusions avec ce téléphone portable. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si l'ambassadeur... Parce qu'en fait, la police nous a ouvert leurs portes, donc on a été reçus avec l'ambassadeur de France avec la police de Nikko. Et l'ambassadeur a tout de suite demandé à ce qu'il y ait des réquisitions qui soient faites. Sauf qu'elles n'ont jamais été faites. Donc là, soit elles ont quand même été conservées, et peut-être qu'on pourra les exploiter, ou alors elles ont été effacées. Les disparitions au Japon, c'est quelque chose qui est très présent dans la société japonaise? Très présent. Ça aussi, on l'a réalisé, parce que on ne comprenait pas pourquoi ils ne cherchaient pas. Une fois de plus, ils ne vous disent pas, ça serait trop facile. S'ils vous disaient tout de suite, on ne cherche pas, c'est pas comme ça au Japon. Vous êtes obligé d'essayer, malgré les interprètes, d'essayer d'avancer petit à petit pour comprendre. Et en fait, effectivement, la première raison, c'est que vous n'avez pas de recherche quand il y a des disparus. C'est ce que vous avez dit, c'est le phénomène des évaporés, les jouets-dessous. Et il y a le deuxième phénomène qu'on a mis du temps aussi à saisir, c'est que vous n'avez jamais, très très rarement, d'enquête criminelle ouverte. C'est très rare, donc pas de juge d'instruction, donc vous n'avez pas de possibilité pour eux, par exemple, d'auditionner l'hôtelier, ou même de le mettre en garde à vue, ou même de faire des investigations, comme les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques. Vous avez mis votre vie, entre parenthèses, votre vie professionnelle, mais aussi votre vie sans doute tout court, mais comment vous vivez aujourd'hui? Comment vous assurez financièrement ces allers-retours avec le Japon? Comment vous faites? Je m'organise pour travailler. Je travaille pour moi, je suis paysagiste.
Donc j'organise mon travail tout en continuant le combat pour Tiffen, oui. C'est pour ça qu'on a créé une association. On voit, si vous voulez, que c'est tellement difficile. Moi, j'aimerais bien que parce qu'on est bien représenté par Maître Antoine Vey, qui aussi nous a sauvé la mise à l'époque quand il a pris notre dossier, puisque que nous, on ait des éléments factuels et qu'on dise que notre dossier est légitime. Quand vous avez l'un des meilleurs avocats pénalistes qui le dit, ça prend une autre dimension. Donc, Et vous avez quand même le soutien, il faut le dire, de l'Élysée et d'Emmanuel Macron. Vous avez eu des contacts avec lui? Oui, on a un soutien. On a un soutien de l'Élysée. Sauf que si vous voulez, le chef de l'instruction, c'est le juge. Donc même si la diplomatie, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, a permis, par exemple, un déplacement rapide des policiers français en juin 2019. Donc ça a juste été un simple aller-retour. Mais justement, c'est ça qui est rageant pour nous. C'est qu'il y a un lien qui existe, mais le juge refusant de se déplacer, c'est agaçant. Parce que au Japon, le sens du protocole fait qu'ils vous reçoivent toujours. Vous obtenez des choses. Par contre, quand vous essayez d'obtenir des choses à distance, là, il y a une commission rogatoire internationale qui est revenue il y a 2 semaines. Il n'y a rien dedans. On avait demandé le dossier, les vidéos de surveillance, on avait demandé plein de choses. Le juge n'a rien. Donc quand vous y allez, c'est différent. Vous écrivez le dimanche 29 juillet 2018, dans la nuit, je suis réveillé en sursaut par un flash. Quelqu'un que je connais est en danger. Je pense aussitôt à Tiffen. Dans un état de semi-éveil, je tente de calmer mon angoisse avec une prière, puis je me recouche. Parfois, on a des flashs, ça arrive. Enfin oui, effectivement, j'ai eu un flash. Donc est-ce que j'ai vu Tiffen en danger à ce moment-là? Peut-être. En tout cas, ça m'a énormément marqué. Et ça vous était déjà arrivé avant? Des flashs comme cela? Oui. Non. Non. Là, ce qui est bizarre, c'est que je voyais un danger imminent, mais c'était c'était insaisissable. Pour moi, une sensation. Aujourd'hui, le sentiment que vous avez, c'est que Tiffen est vivante ou que Tiffen n'est plus de ce monde? J'espère qu'elle est vivante. Évidemment, il y a plus de chances que malheureusement elle ne soit plus en vie, mais j'essaye de ne pas réfléchir. On a énormément, on a évoqué donc tout ce qui s'était passé autour de l'hôtel, mais il y a d'autres suspects qui sont désignés et qui n'ont jamais été, auditionnés. Donc, tout à fait. Donc, est-ce que vous vous êtes donné, j'allais dire, une limite à ces recherches en termes de temps? Une fois, on a eu cette discussion avec Maître Antoine Vey, c'est qu'une fois que toutes les portes ont été fermées, si par exemple on sait que le sang qui est dans la chambre d'hôtel n'est pas à Tiffen, ou en tout cas, déjà, si toutes les portes sont fermées, si vous voulez, on ne va pas se battre désespérément. C'est que là, il y a des indices, il y a énormément de suspects. Donc, énormément de corps ont été découverts à côté de Nico, avec des femmes tuées et démembrées. Donc, si vous voulez, il faut que les gens, les tueurs en tout cas, soient interrogés. Enfin, en fait, il faut une vraie enquête. Et ça viendra de la France. Et je vous avais vu l'autre jour à RTL et en arrivant sur le plateau, vous m'avez dit la même chose tout à l'heure. Vous m'avez dit merci de me recevoir, merci de médiatiser cette affaire. Pourquoi est-ce important pour vous? C'est important puisque l'objectif, c'est qu'on n'oublie pas Tiffen. Puis on a encore besoin de soutien. L'enquête débute presque maintenant. Avec l'appui de Maître Antoine Vey, Jean-François Abgral est à nos côtés. Donc on a encore besoin notamment de l'Élysée pour que l'Élysée continue à entretenir ce canal diplomatique avec le Japon. On a toujours besoin de l'ambassade de France au Japon, donc il faut que les acteurs restent mobilisés. La dernière fois que vous êtes allé au Japon, c'était quand? C'était il y a longtemps, parce qu'à cause du coronavirus, les Japonais ont complètement fermé leurs frontières, donc c'était en juillet 2019. Et là, la prochaine fois que vous avez prévu d'y retourner, c'est quand? Mais j'espère bientôt, sauf que pour l'instant, c'est un des seuls pays qui n'a toujours pas rouvert. Il commence un petit peu, mais... Il commence un peu, le Japon. Oui, mais sauf que c'est des groupes. C'est des groupes avec un... Ils sont très organisés, les Japonais, hein. Donc c'est des voyages très structurés. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous avez écrit ce livre avec votre sœur, Sybille. On pense aussi à vos parents, à votre mère, notamment, de qui vous êtes très, très proche, qui nous écoute peut-être Tout à fait. en ce moment. Et j'imagine qu'il vit au jour le jour avec cette pensée, ce titre qui est à la fois terrible et si émouvant. Tiffen, où es-tu? Avec une photo de Tiffen à la recherche de notre sœur. C'est publié La Bête Noire chez Robert Laffont. Pour notre mère, c'est épouvantable de ne pas savoir. En fait, c'est quelque chose de terrible. Ne pas savoir, c'est terrible, mais quand en plus vous avez énormément de choses qui n'ont pas été faites, qui vous permettent de retrouver Tiffen, peut-être même morte, mais en tout cas la retrouver, c'est compliqué de vivre avec ça. Ouais. Merci d'être venu sur notre plateau et merci de ce témoignage. Et si cette intervention a
pu vous aider ou aider les recherches et en tout cas le soutien dont vous avez besoin, ça aura été utile ce matin. Audrey Berthaud, il est 10h30. Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux en pleine crise des urgences. 9 syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaire et d'effectifs. Pour cette première journée d'action, des rassemblements sont prévus dans au moins 50 villes. À Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. Au Nigeria, au moins 21 personnes tuées dans l'attaque dimanche d'une église. Elle s'est produite pendant la célébration de la Pentecôte. Selon les premières investigations de la police, des hommes armés ont envahi l'église en fin de matinée avec des armes et vraisemblablement des explosifs. Enfin, l'équipe de France tenue en échec en Croatie, un but partout avec un effectif grandement remanié. Les Bleus ont ouvert le score grâce à un but d'Adrien Rabiot, mais sur un pénalty provoqué par le Lensois Jonathan Klaus, les Croates ont égalisé en fin du match. On n'a pas parlé du football ce matin, mais l'audience du football hier, quand même, ça montre que c'est toujours très haute. Il y avait plus de 5 millions de téléspectateurs qui ont regardé France-Croatie et c'est quasiment 2 fois plus que, je crois que c'est TF1 qui est deuxième avec le nouveau stagiaire. Le stagiaire, je ne sais pas si ça existe, mais donc le football reste quand même extrêmement attractif en France. Je voulais remercier Jérémy Guilleux qui était à la réalisation, Guillaume qui était au son, Mathéo Mansui qui était à la vision. Merci à Marine Lançon et Arthur Muriot. Merci vraiment une nouvelle fois à Damien Véron d'être venu ce matin. Merci. Jean-Marc Morandini dans une seconde.